Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, jour d'élection en Sierra Leone, 3,1 millions d'électeurs se rendent aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le leader de l'opposition, Julius Maada Bio, affronte le porte-étendard du parti au pouvoir, Samura Kamara. Le développement digital, un enjeu économique mondial qui s'est invité à Conakry, en Guinée. Un forum international s'est tenu en ce sens le 23 mars. Et puis en Éthiopie, la politique infrastructurelle menée par les autorités porte ses fruits. Le pays a attiré 2,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers au premier semestre 2018. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été désigné nouveau leader de l'UDPS. Une victoire sans surprise pour le fils d'Étienne Tshisekedi, l'un des fondateurs du parti historique d'opposition. Opposé à 3 autres candidats, Félix Tshisekedi s'est largement distingué avec 98% des voix et a été nommé dans la foulée candidat du parti à l'élection présidentielle à venir en décembre 2018. Qui succédera à Ernest Bai Koroma sur le fauteuil présidentiel en Sierra Leone. Ce samedi 31 mars, près de 3,1 millions de Sierra-Léonais se rendent aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Ils doivent choisir entre Julius Maada Bio et le porte-étendard du parti au pouvoir, Samura Kamara. Mais dans les différentes villes du pays, certains craignent une montée de violence. Victoria Siamlo-Sedji. Ce samedi 31 mars, près de 3,1 millions d'électeurs sierra-léonais sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le leader de l'opposition, Julius Maada Bio, affronte le porte-étendard du parti au pouvoir, Samura Kamara. Ce second tour, auparavant prévu le mardi 27 mars, a été reporté en raison de plaintes déposées pour fraude électorale lors du premier tour du 7 mars. L'association des journalistes de Sierra Leone, qui craint que ce second scrutin ne soit un véritable champ de violence, a publié une déclaration condamnant le discours de haine et les tendances tribales qui pourraient ressurgir. Une déclaration suivie par de nombreuses personnes. Le discours tribal risque de diviser la nation sierra-léonaise parce que depuis le début de l'élection, quand ils ont commencé à prêcher sur le tribalisme, il a divisé la nation en deux. Quand on n'est pas de la même tribu que d'autres, cela crée de la peur ou de la panique. Or, nous ne voulons pas que quelque chose de mauvais nous arrive et qu'il y ait des séparations parmi nous. Dans les différentes villes du pays, des défenseurs des droits de l'homme encouragent à faire preuve de pacifisme. Sur les réseaux sociaux, la campagne a été lancée à travers le hashtag Say No to Tribalisme. La Sierra Leone a connu une guerre civile entre 1991 et 2002, une guerre où plus de 100 000 personnes ont perdu la vie. La crise a profondément ralenti l'économie. C'est à cause de l'élection que cela arrive parce que certains groupes essayent de satisfaire leurs propres intérêts égoïstes au détriment des autres. Alors en ce moment, cela pourrait être vraiment dangereux car au final, même si ça ne va pas durer longtemps, ça va détruire beaucoup de gens. Le taux de participation au premier tour était de plus de 84%. Julius Maada Bio, candidat du Parti du Peuple de Sierra Leone, principal parti d'opposition, part avec une légère avance. Il a obtenu 43,3% des suffrages contre 42,7% pour Samura Kamara, ancien ministre et candidat du parti au pouvoir, le Congrès de tout le peuple. Le développement digital, un enjeu mondial qui s'est invité à Conakry en Guinée le 23 mars 2018 à l'occasion d'un forum international. Un sujet sur lequel les autorités guinéennes ont multiplié les efforts ces dernières années du fait que le développement économique du pays en dépend. Compte rendu de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono, commentaire Solange Dubois. Le potentiel numérique à développer en Guinée reste encore largement inexploité. Ces dernières années ont tout de même connu de nombreux efforts, notamment dans la mise en place des infrastructures adéquates. C'est le cas du projet de backbone national, avec le déploiement de la fibre optique financée à hauteur de 238 millions de dollars par la Banque mondiale. Il vise à doter l'ensemble du pays d'accès à la connexion Internet haut débit. Le forum de la transformation digitale qui s'est tenu le 23 mars 2018 à Conakry a fait ressortir les avantages liés à ce secteur en Guinée. L'enjeu majeur de l'expertise, c'est la maîtrise même de notre développement. Nous avons deux possibilités. Soit nous continuons à être des consommateurs
de technologie, soit alors nous avons la capacité de nous les approprier et de mettre en place une technologie adaptée, endogène, adaptée à nos réalités. Le développement du numérique en Guinée est avant tout un enjeu économique et c'est ce que tentent de démontrer les experts. Ces dernières années, la modernisation de l'administration publique et la numérisation de la collecte de certaines recettes publiques ont connu une avancée. Cette numérisation a permis de réduire le circuit de l'argent et ainsi augmenter de manière considérable le taux de recouvrement. En 2017, nous avons utilisé cette plateforme ou cet outil pour mobiliser les vignettes, les revenus issus des ventes de vignettes. Ça nous a rapporté 3-4 fois plus que ce qui était prévu dans la loi de finances. Les ressources prennent des destinations plutôt retraçables. Le contrôle devient plus facile et l'exécution aussi est facile à établir. En Guinée, ce sont pour l'instant la fonction publique, l'éducation et les finances qui sont en avance dans le domaine de la numérisation. Une adaptation s'impose, notamment dans le cadre de l'amélioration de la traçabilité des fonds publics et la rationalisation des dépenses. Selon les autorités, l'essentiel des recettes issues des taxes passera désormais par voie digitale à partir de 2019. En Éthiopie, 2,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers ont été enregistrés au cours du premier semestre de l'année budgétaire en cours. Une performance saluée par les autorités qui ont par ailleurs porté l'accent sur le fait qu'elle est de 22% supérieure au niveau d'investissements directs étrangers enregistrés au cours de la même période en 2017. Plus de précisions avec Nathalie Mo. Au premier semestre 2018, l'Éthiopie a enregistré une hausse de 22% par rapport à l'année 2017, soit 2,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Les industries manufacturières et les secteurs orientés vers l'exportation ont attiré un nombre significatif d'investisseurs et créé de grandes opportunités d'emploi. Pour le commissaire éthiopien aux investissements Fitsum Arega, la hausse des IDE à destination de l'Éthiopie est le résultat de la politique de développement des infrastructures mises en place par le gouvernement. Il s'agit notamment de la construction des parcs industriels de Bolé-Lémi 1 et Awassa. Le développement des infrastructures stimule la balance commerciale et ça encourage le pays à exporter des produits de bonne qualité et à des prix compétitifs. Alors, un pays comme l'Éthiopie aura nécessairement besoin de cette augmentation de la qualité des infrastructures pour réussir dans sa croissance. Seulement, des troubles consécutifs à l'entrée en vigueur de l'état d'urgence le 16 janvier 2018 ont endommagé les industries. Selon Fitsum Arega, l'État va débourser plus de 18 milliards de dollars en vue de la reconstruction de 53 fermes de floriculture et d'horticulture, 48 industries de transformation du café et 6 entreprises publiques. Ce financement a été accordé au gouvernement par la Banque de développement d'Éthiopie et la Commercial Bank of Ethiopia. Ça veut dire que le gouvernement a décidé d'investir encore. Alors, ça peut corriger à court et à moyen terme les effets négatifs des remous sociaux qu'il y a eu en Éthiopie. Donc, relancer la consommation et relancer l'activité économique. Alors, on peut donc s'attendre, avec une correction immédiate des actions négatives, à un maintien du niveau de croissance. L'Éthiopie, économie la plus performante du continent, compte s'ouvrir sur un marché encore plus vaste grâce à la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Empoisonnés, torturés ou encore abandonnés, les crimes contre les enfants perdurent sur le continent africain. C'est précisément le cas au Nigeria, où des exactions sont commises à l'encontre de jumeaux, d'albinos ou encore d'enfants nés avec des malformations sur la base de croyances ancestrales. Corinne Kamdem. Au Nigeria, parmi les communautés autochtones du territoire de la capitale fédérale, Abuja, la pratique de l'infanticide, bien qu'aujourd'hui secrète, subsiste encore malheureusement. C'est le cas précisément dans le groupe ethnique Basso-Como qu'on retrouve dans le village de Kaïda, situé à 50 km au sud-ouest d'Abuja. À Kaïda, les bébés issus de naissances multiples sont considérés comme mauvais. Aïcha Ayouba, habitante de Kaïda, a donné naissance à des jumelles il y a 8 ans. Elle a fait le choix de les confier à un couple missionnaire, fondateur du Vine Heritage Home Foundation, pour leur sauver la vie. Dès que j'ai su que la femme d'Ayouba avait donné naissance à des jumeaux, je me suis rapidement précipité chez lui et je lui ai dit que les enfants devaient quitter le village. Il a accepté et nous avons amené les jumeaux à Vine Heritage Home.
Si j'avais gardé les enfants, quelqu'un les aurait tués. Je suis contente qu'elles soient en sécurité à la fondation. Depuis 2005, le couple qui s'occupait alors de 20 enfants rejetés s'occupe aujourd'hui de 112 enfants âgés entre 1 semaine et 14 ans. C'est en 1996 qu'Olushola Stevens Ajayi et sa femme Chinwe ont appris que l'infanticide était encore pratiqué lorsqu'une femme leur a demandé de sauver son bébé qui devait être sacrifié à une divinité locale afin d'assurer une bonne récolte. D'autres bébés considérés comme mauvais par le groupe ethnique Basokomo incluent ceux avec des incapacités physiques ou mentales, ceux dont les mères décèdent en couche, les bébés dont les dents supérieures poussent avant les dents inférieures et les bébés albinos. Quand Dieu nous a demandé de nous impliquer, nous avons simplement obéi et débuté notre travail. Bien sûr, ce n'était pas facile au début, parce que les gens ne voulaient pas nous donner des enfants. Mais après un certain temps, puisque nous vivons parmi eux, ils ont finalement accepté de commencer à nous permettre de sauver ces enfants. Certains d'entre eux pensent encore que nous possédons aussi des pouvoirs magiques. Sinon, les enfants nous auraient déjà tués. Le gouvernement essaie de s'attaquer aux superstitions qui se cachent derrière ces meurtres et s'attaque au déni et aux secrets qui les entourent pour protéger les enfants vulnérables. Les autorités ont lancé le programme « Éliminer les pratiques culturelles négatives » après avoir découvert le travail du Vine Heritage Home Foundation. Cependant, ce programme est encore principalement concentré sur la région d'Abuja et non sur l'ensemble du territoire fédéral. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.